Ah, on est pour vous. Ouais. C'est bon. Merci. Là, donc, Sophie va nous livrer tous les secrets des éditions du Pommier et de ses rapports avec Michel Serres. Oui, donc Laurence m'a demandé de vous raconter un peu. Donc moi, je n'ai pas écrit un article comme vous tous. Il ne faut pas oublier, je ne suis pas du tout universitaire. Je ne suis d'abord simplement qu'une pauvre petite éditrice. Mais j'ai eu la chance immense de rencontrer Michel Serres. Donc en 86. Et le premier livre sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'est Les éléments d'histoire des sciences. Et au passage, je vous signale que c'est un livre qui se vend toujours et que ça vaut la peine de le lire encore aujourd'hui. Il est tout à fait extraordinaire. Donc c'est un livre collectif, hein. Ils étaient 13 auteurs, je crois. Et en fait, on s'est rencontrés. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis tombée au moment où Michel avait besoin d'un éditeur. Il avait des pourparlers avec Larousse et puis il n'était pas content parce que Larousse ne réglait pas ses problèmes. Et je lui ai dit, mais c'est quoi vos problèmes? Il me dit, ben, c'est très simple. Je voudrais un plan du livre et je ne l'ai pas. Ben, je lui ai dit, racontez-moi. Et il me raconte. Mais c'était prodigieux. C'était lumineux. Le plan, il était là. Ben, je lui dis, mais vous l'avez le plan, c'est ça? Ah, elle me dit, vous êtes génial. Oh, je dis, ah, si on commence comme ça va aller bien. Non, c'est fou qui est génial. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, je crois qu'on s'est rencontrés d'abord sur le plan. Michel est un spécialiste des plans. Et il en a fait des centaines. Et d'ailleurs, je le dis parce que j'aimerais que ça se dise, je rêve de quelqu'un qui est un jour en vie de travailler sur les plans de Michel. Et si quelqu'un se propose de faire ce travail-là, moi, je me propose de l'aider avec tous les plans que j'ai mis de côté depuis des années et qu'il y a sur son ordinateur, etc. Il y en a plein. Pour tout, pour les livres, pour tout. Il faisait des plans. Donc, moi, j'adore les plans. Donc, on s'est rencontrés là-dessus. On s'est rencontrés aussi sur une exigence. Quand je lis un texte, je ne peux pas supporter qu'il ne soit pas le mieux possible, de mon point de vue, hein, évidemment, très modestement. Et donc, j'embête mes auteurs. Voilà, Michel disait, c'est l'emmerdeuse. Ça m'allait très bien. Et, euh, et lui aussi. Parce qu'en fait, au fond, c'est pour ça qu'il est resté avec moi. Il l'a toujours dit. Je reste avec elle parce qu'elle m'embête. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur ce premier livre extraordinaire. Et puis, bah, qui a eu un succès formidable, hein. Et à la fin du livre, on a eu envie d'en faire un second. Et puis le patron de Bordas de l'époque a rechigné à signer un contrat de 10 000 francs, ce qui était rien à l'époque. Michel me dit, ça va comme ça, on s'en va. J'ai dit, on va où? Ben, on va chez Flammarion. Très bien, chez Flammarion. Alors on est allé chez Flammarion. Lui, il avait déjà publié chez Flammarion, il connaissait la maison. Et ça a été un peu compliqué, mais ils ont fini par me donner un département qui m'allait très bien, ça s'appelait Savoir en public. Et donc, on a publié avec Michel, toujours. Et à chaque fois, à partir de là, le travail de Michel est absolument extraordinaire parce il n'est pas là. Il est là. C'est difficile d'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas lui qui arrive en disant si on faisait quelque chose. Il n'a jamais fait ça. Mais d'abord, il fait, quand on avait des discussions sur des idées, il avait ce que j'ai retrouvé d'ailleurs avec Frédéric Worms, qui a les mêmes qualités. C'est-à-dire, il laisse les choses se dérouler, puis à un moment donné, il y a un truc qui fait que l'idée émerge. Et je sais, pour moi, c'est un miracle. Je ne sais pas comment le définir. Il sait, mais il l'a fait, je l'ai vu faire, Michel, pour plein de trucs différents. Il écoute les gens, puis à un moment donné, il y a un truc. Et ce truc est vraiment ce qui peut permettre que ça se réalise. Donc, il a fait ça tout du long. Et donc, chez Flammarion, donc j'ai fait la collection Domino, dont il a présidé. Alors, chez Domino, je voulais faire de la vulgarisation pour tout le monde et pas seulement, comme que sais-je, pour les universitaires ou les étudiants. Et il m'a fait rencontrer des gens, très peu, mais des gens absolument extraordinaires, comme par exemple Pierre Léna.
Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Lénard. C'est vraiment un homme fabuleux, donc un astrophysicien qui connaît la Terre entière et qui a vraiment une très belle idée de la science. C'est d'ailleurs avec lui que Michel a conçu, je ne sais plus qui d'entre vous, bah, c'est forcément toi hier, qui parlait du serment. Le serment des scientifiques, c'est avec Pierre Lénard que Michel l'a élaboré. Euh, Après ça, après la série, ils ont parlé de ça. C'est au Treil qu'ils ont fait ça, quand on a travaillé sur le trésor. Euh, et donc, Pierre Lénat a été ma porte d'entrée première sur toutes les sciences que je ne connaissais pas du tout, moi, mais qui m'intéressaient, mais que je ne connaissais pas. Euh, et pour le reste, comme ça, petit à petit, on a découvert des gens. Il m'a fait rencontrer Roland Cher, avec qui je travaille maintenant beaucoup sur les œuvres inédites, qui travaillait à la Cité des Sciences et qui connaissait la Terre entière aussi. Enfin, bon, voilà, on a eu comme ça quelques portes d'entrée. Et on a fait cette collection qui a compté quand même 400 numéros, c'est pas rien. Puis après ça, on a lancé la légende. Et il m'a donné la première légende, qui est la légende des anges, qui est très beau livre. Et puis, on a commencé le travail sur le Trésor des sciences, qui est donc un dictionnaire des sciences où il y a 800 entrées qui sont des concepts dans toutes les sciences et qui a réuni, ils étaient 9 auteurs et 9 spécialistes. Et avec un très grand nombre de séjours au Treil, on a discuté chacune des entrées. Tous les scientifiques ont discuté chacune des entrées. Ça, c'était vraiment le rêve de Michel. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on était totalement dans l'interdisciplinarité. Et là, il était heureux. Parce que, évidemment, le mathématicien avait des choses à dire sur le biologiste, et réciproquement. Et voilà, donc on a vraiment mélangé les apports de chacun. Et chaque texte, quand j'ai enseigné l'édition, après, j'enseignais l'édition scientifique, et je disais à mes étudiants, je vais vous montrer un exemple. Voilà, un article du Trésor d'Étienne Klein, un tout petit article qui faisait une demi-page. Il y a 15 versions. Et je vais vous montrer, dans un premier temps, je vais vous montrer le résultat. Puis, petit à petit, je vais vous faire remonter les étapes et vous allez voir les interventions qui ont donné lieu à ça. Et c'était vraiment intéressant. J'ai compris qu'ils étaient intéressés. Pour une fois, j'arrivais à leur parler de science sans qu'ils fuient tout de suite. Et, euh, Et ça a été vraiment une aventure formidable. Voilà, donc on a fait ça. Et bon, il se trouve que chez Flammarion, il y avait des petits soucis, d'autant plus que Charles-Henri Flammarion avait décidé de vendre la maison, qu'en fait, il avait engagé quelqu'un pour virer tout le monde. Bon, moi, j'en avais marre. J'ai dit, Michel, si on s'en allait, et si on faisait une maison d'édition, nous? Ah, mais c'est une bonne idée, mais t'as pas d'argent. Non, moi non plus. Bon, d'accord. Va voir Claude Durand. Peut-être qu'avec lui, tu vas faire quelque chose. Alors, je suis allée voir Claude Durand qui m'a dit, ah, mais oui, c'est une bonne idée. En fait, Claude Durand rêvait d'éditer Michel. Et Michel lui a donné un livre en échange de ce, ce que les gens ne pensent pas souvent. Euh, Parce qu'on dit qu'effectivement, il a publié l'éloge de philosophie de langue française pour célébrer le centième numéro, mais en fait, c'était aussi la contribution de Michel au pommier. Bon. Et donc, Claude Durand nous a absolument donné les moyens de travailler magnifiquement. Et dans un premier temps, on était parti sur l'idée de continuer comme dans Domino, tout domaine de connaissance. Et c'est ça qui nous intéressait, parce qu'on mélangeait justement aussi bien, on avait des juristes formidables, on avait des géographes formidables, on avait des gens de tous les domaines. Et ça, c'était formidable, c'était vraiment une chance. Mais bon, ça n'a duré qu'un an et demi, puisqu'au bout d'un an et demi, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait, ni avec quoi que ce soit, mais de haine interne entre des gens du groupe Hachette, on a été virés. Bon. Et à ce moment-là, je vous raconte parce qu'elle est trop jolie, cette histoire-là, quand même. Il y a, chez Flammarion, il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, qui a été notre directeur général, qui s'appelle Jean-Pierre Arbon, qui, depuis, est devenu chanteur.
entre-temps, il avait créé une petite. Il a été viré aussi dans le cadre du licenciement général de Flammarion. Et il a créé une petite maison d'édition qui s'appelait Zéro Heure et il publiait des livres de numérique, un peu avant l'heure. Et il avait fait des choses vraiment très bien. Et il venait de vendre cette maison à un Américain qui l'avait acheté fort cher. Et donc, j'appelle Jean-Pierre quand on a été viré. Il arrive dans mon bureau et il me dit, bon, si par hasard, tu avais l'idée de racheter, moi, je te donne 200 000 francs. Je lui dis, t'es sérieux? Moi, j'avais jamais même pensé que je pourrais racheter une maison et être indépendante. Ça, c'est complètement en dehors de mes pensées. Là-dessus, j'appelle Michel qui me dit, ah ben oui, moi, je t'en donne 150. Bon, et puis j'ai appelé les autres, et puis le soir, j'avais le capital de la maison. Donc, on a racheté. Je fais court, évidemment. À partir de là, c'était notre maison. Et c'était vraiment notre maison. Dans les conseils d'administration, c'était les auteurs. Ils étaient une douzaine. Et autour de la table, jamais un seul d'entre eux n'a parlé d'argent. Ça te regarde, l'argent. Tu te débrouilles. Maintenant, pourquoi tu publies tel bouquin? Et pourquoi tu ne publies pas tel bouquin? Et c'était merveilleux. C'était extraordinaire. Et ça se passait chez Michel, souvent. Et Michel, comme d'habitude, orchestrait les choses, mais pas de façon directive, jamais. Michel faisait surgir que ça se passe. Il permettait que ça se passe. Alors, à partir de là, je dirais que le compagnonnage avec Michel, au fond, ça a été son accompagnement tout du long, et puis ça a été ses livres. Le premier livre entièrement de Michel qu'il m'a permis d'éditer, c'était donc La Légende des Anges. Le deuxième, c'était Les Nouvelles du Monde, là encore chez Flammarion. Et après, tout ce que moi j'ai publié, c'était au pommier. Et alors, pour un certain type de livre, comme L'Art des ponts, comme Variations sur le corps, qui était donc le premier, euh, Michel allait à Stanford, testait des choses avec ses étudiants, il revenait, il me faisait lire un texte en me disant, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, et c'était pour moi, ce sont les livres les plus magnifiques, parce que c'est en général une écriture d'un seul trait. Variation sur le corps, ça se voit tout de suite. Euh, vous ne le quittez pas. C'est pas un livre où il pense régulièrement des choses différentes, qu'il va mettre ensemble, qu'il va combiner. Non, c'est un trait d'écriture. Et ça, c'est magique en fait. Et on en a évidemment fait un livre tout de suite, mais on en a fait un livre illustré. Heureusement, on l'a publié après dans une version non illustrée. On peut très bien le lire dans la version non illustrée. Celui-là, il perd pas grand-chose du manque d'images. Euh, Ça, c'était le premier. Et le deuxième, c'était Ominescence. Mais Ominescence, il a mis très longtemps pour le faire. C'était, au fond, dans l'histoire de Michel, il y a eu plusieurs époques. Et je dirais que le pommier, à partir d'Omniscience, c'est une autre époque. Là, tout d'un coup, il a fait déjà le tour d'horizon de son travail en matière de domaine à visiter. Il a quand même vu beaucoup de choses déjà, y compris dans le monde. Il a rencontré beaucoup de gens différents. Il s'est forgé peu à peu une philosophie. Et à partir de Omniscience, il commence la synthèse. Cette synthèse, en fait, qui va mettre 20 livres à écrire. Parce que il pense ne l'avoir fini qu'avec Relire le relier. C'est vraiment ce qu'il m'a toujours dit. Il m'a dit, tant que je n'aurais pas publié Relire le relier, je n'aurais pas fini. Et il me l'a envoyé la veille de sa mort. Donc c'était vraiment, vraiment la fin. Euh, le premier gros ensemble de livres, c'est donc le grand récit, donc Omniscience, L'Incandescent, Rameau, Récit du maïsme. Ces 4 livres qui, au fond, font cette première synthèse de sa pensée d'homme mûr. Il est arrivé à un moment où il a vraiment fait un grand tour et il peut
en tirer une vision du monde et une, une, une philosophie, vraiment. Je trouve. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Après, il va traiter de quelques sujets soit plus personnels, comme le gaucher boiteux, ou le livre sur l'histoire, parce que là, il avait vraiment une dent contre l'histoire. Et donc, il a un peu réglé ses comptes dans Darwin, même si c'est pas trop méchant, finalement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'historien? Là-dessus, surtout, oui, il avait une dent. Il avait une dent, Ouais. oui, c'est sûr. Mais sinon, en dehors du corpus initial, il a traité de l'écologie, il a beaucoup traité du monde, quoi, du rapport au monde. C'est très important pour lui tout le temps. Et puis, il y a eu les petits coups de cœur comme ça, comme Variations sur le corps, comme L'Art des ponts, comme Yeux, qui sont des petits livres qui, à chaque fois, qui résultent d'un séjour quelque part où il a découvert un monde ou des idées et il l'écrit d'une seule traite. Alors, sinon, dans les livres, alors il y a eu aussi des livres qui sont en lien avec l'émission qu'il a commencé avec Polako. On en a fait quand même beaucoup parce que d'abord, on essayait euh, de reprendre toutes les émissions dans les petites chroniques, puis qui marchaient de moins en moins, évidemment. Et puis on a décidé d'en faire des petits volumes thématiques. Alors on en a fait sur le bonheur, sur l'amitié, voilà. Mais c'était quand même des reprises à chaque fois. Et puis sinon, je regarde un peu pour voir. Et il y a eu Habiter qui a compté aussi beaucoup pour lui, qui était un livre où il essayait de vraiment réfléchir sur notre façon possible d'envisager notre vie ensemble demain. Et ça le souciait beaucoup, ça. Il était très attentif à ça. Il y a eu cette expérience de Pantopie qui a été quand même une belle expérience parce qu'il y avait eu Éclaircissement qui avait été une sorte de fondement quand même, même s'il n'aimait pas toujours ce livre, mais malgré tout, ça avait été très important. Et puis, Pantopie, c'était l'occasion pour lui que ce soit lui qui parle vraiment. Puisque donc Martin et Sven l'ont embêté tout le temps, il lui posait des questions, il le poussait dans certains changements, mais ils ont respecté sa parole. Et donc c'était sa parole qui était reprise. Donc c'était là aussi une synthèse euh, dont il était assez content. Et je dirais qu'après, il y a eu les petits livres amusants, enfin amusants, qui étaient toujours liés à un truc particulier. Parce que, bon, Petite Poussette, c'est une conférence qu'il a faite à l'Académie à la demande de Pierre Lénat, dans comme ça, une petite conférence qu'il a faite où il a lancé cette idée-là. Et puis, et ce mot-là, parce qu'il l'avait appelé Petite Poussette, les gens ont crié au scandale sur Petite Poussette, mais en même temps, tout le monde se voulait absolument le texte. Donc, je lui ai dit, bah, faisons un livre quand même. Voilà. Bon, donc, on a fait un livre. Et puis, il y a eu après l'émission avec Finkielkraut. Finkielkraut, malgré tous les bouquins qu'il avait devant lui pour l'aider à se défendre contre Michel, ça a été dramatique. Et Michel est sorti furieux, bien qu'en fait il se soit très bien défendu. Mais il a dit j'en ai marre, ça n'était pas mieux avant et il va voir ce que j'en pense. Et donc il l'a écrit. Là aussi, je lui ai dit écoute, faisons un livre, ce serait dommage. Voilà. Et puis Morales Espiègle, alors ça c'était pour les 20 ans du pommier. Je lui ai dit sois gentil, fais-moi un petit livre pour les 20 ans du pommier quand même. Et là, on était déjà en train de trier les archives. Et on est tombé sur, dans le tri, on est tombé sur ce texte qu'il a publié dans un journal il y a très très longtemps où il raconte ses, euh, ses péripéties d'interne où il faisait un peu des bêtises avec ses collègues le soir et où il se lançait des oreillers à la figure, enfin bon, le chahut au sens le plus organisé possible. Et il m'a dit, oh, on pourrait faire un livre à partir de ça. Je dis, écoute, allons-y. Et de là, il a conçu ce livre en reprenant quelques textes à gauche et à droite. Il y en a quand même beaucoup, hein.
Donc il a de quoi faire. Et puis avec cette idée de, il y a une morale quand même. Et c'est drôle parce que dans la lettre que je vais faire paraître euh, bientôt là, pour la fondation, j'essaye toujours de glisser un petit inédit. Et là, je suis tombée sur un texte très joli qui s'appelle La mort d'Hermès, qui date des années 80 et dans lequel il décrit exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les réseaux et les sociaux. Et j'étais fascinée de voir, parce qu'il en parle dans Morales et Espiègles, mais il avait du mal d'aller jusqu'au bout. Mais dans les années 80, c'était déjà tout à fait clair et lumineux. Il disait tout à fait les dangers qui étaient les nôtres. C'est étonnant. Excusez-moi, mon propos est un peu décousu. Voilà. Moi, j'ai fait un peu le tour. Le dernier livre, donc c'est pour lui essentiel, c'est Relire le relier, dans lequel il dit ce que pour lui est le rôle de la religion, de la foi, et d'une certaine façon de son rapport personnel à la foi, parce qu'il le dit assez clairement quand même, et de son rapport au mal, qui est quand même ce qu'il a toute sa vie taraudé. Euh, il n'était pas si optimiste que ça, vraiment. On a beaucoup dit qu'il était optimiste. Mais c'est pas vrai. Il était optimiste, comme il le disait lui-même, de combat. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui de dire on va pas se laisser faire. C'est pas possible, on peut pas baisser les bras. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pour le reste, il était quand même très, très lucide et très, très inquiet. Euh, Ce qu'on voit finalement très bien dans les cahiers, comme tu le disais hier. Il avait un terme d'ailleurs. Il disait, je ne suis pas optimiste, je suis optimisateur. Ah oui, non, ça, j'ai jamais entendu. Ouais, Ah oui, ouais. Qui était effectivement le ah combat. oui, c'est ça. Ouais. C'est le mot qu'il employait lui-même, optimisateur. Oui. Il l'a employé? Ouais. Oui. Ah oui, j'ai jamais entendu. Voilà, donc moi je vous ai un peu raconté, mais je suis à votre disposition. En fait, moi je préférerais répondre à des questions. Ce serait plus facile pour moi, si vous en avez. Quel était le rôle de l'illustration? Ah, alors ça, c'est vrai que c'est moi qui suis Si. très, très amoureuse des images et de la peinture. Il avait un rapport très particulier avec l'image. En général, au départ d'un livre qu'on avait décidé d'illustrer, il n'était pas favorable. Et il me disait, ça va pas coller, ça va pas aller. Alors, je lui dis, on essaye. Et puis, j'ai eu plusieurs iconographes, mais vraiment des gens formidables. Et surtout, celui de la fin, il était génial. Et donc, il arrivait avec toutes sortes d'images. Michel disait rien, hein. Il ne donnait pas de consignes. On arrivait avec des images. Ah, mais ça, c'est intéressant. Et puis là, il partait et il commençait à commenter. Et c'est-à-dire son esprit s'éveillait pour un rien. Et donc là, il voyait immédiatement le rapport qu'il y avait entre cette image et telle partie de son texte, etc. Et du coup, nous, on n'avait qu'à noter pour construire après. Alors, je faisais toujours venir la personne qui faisait la mise en page en même temps, de façon à ce qu'elle entende ce que Michel disait pour l'importance de l'image, le rapport avec le texte, etc. Donc, euh, et c'était des moments merveilleux, merveilleux. Alors après, on a eu plusieurs aventures avec les images parce que il y a eu un livre qui s'est fait autour d'un peintre. Je ne sais pas si vous avez lu le Carpaccio qu'il avait écrit chez Hermann dans les années 70. Euh, Moi, j'ai du mal à le lire, hein. C'est vraiment un livre difficile. Et il me disait, oui, tu as raison, je l'ai raté celui-là. Bon, on en était là. Puis un jour, je vais à Venise, il me dit, ah bah tu vas aller voir la chapelle des Chévenets. J'ai dit, oui, bien sûr que je vais y aller. C'est une chapelle où il y a 9 tableaux de Carpaccio qui sont dans un certain ordre et qui ont été commandés à peu près au même moment. Et d'ailleurs, je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur un livre d'un critique sérieux et qui ne parlait pas du même ordre que celui que Michel a choisi. Et ça m'a troublée, je vais aller chercher quand même. Mais Michel, il avait un ordre bien précis qui est celui que moi j'ai ressenti aussi, parce que on voit une progression quand même.
Mais je ne comprenais pas cette progression. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Michel, essaye de m'expliquer quand même. Et il me dit, attends, reviens. D'abord, renvoie-moi les photos. Donc, j'étais à Venise, je lui ai fait les photos, je lui ai renvoyé. Et puis, quand je suis rentrée, il m'a dit, je crois que j'ai trouvé la solution. Et c'est le livre qu'on a publié et que je trouve merveilleux, et dans lequel il explique vraiment la progression anthropologique, là encore. On part la première, c'est Saint Georges qui tue le dragon dans des conditions d'une grande violence. Mais le deuxième, c'est Saint Georges qui tue le dragon dans la ville. Il le tient avec une laisse. Tout d'un coup, il ne le tue plus, il n'a pas besoin, il est apprivoisé. Et le dernier tableau, c'est Saint-Augustin dans son bureau avec ses livres en train d'écrire et de penser. Et on voit bien la progression extraordinaire. Et ça il l'a très très bien décrit dans ce livre. Alors ça, c'est aussi un rapport avec l'image. Mais il y en avait d'autres. Bon, moi, j'aime beaucoup la peinture, je vous l'ai dit. Donc, j'aime beaucoup l'Italie. Donc, je vais voir, dès que je peux, je vais voir des musées. Voilà. Et ça l'intéressait. À chaque fois, il me dit, tu vas me trouver telle chose ou telle chose. Et donc, il y avait une espèce de jeu là-dessus. Et justement, la dernière année, je lui ai envoyé, parce qu'on cherchait la couverture de relire le relier, et je lui ai envoyé beaucoup de photos. Euh, Notamment, je me souviens d'une crucifixion, pas seulement de Jésus, de plein d'autres crucifiés. Je crois que c'était Carpaccio qui était à l'Académie à Venise. Et ça l'avait fasciné, ça. Et il avait presque eu envie de le prendre comme couverture. Puis finalement, on en a choisi une autre qui est plus importante pour lui. Il aimait beaucoup un certain nombre de tableaux, de représentations. Par exemple, il était fasciné par les représentations de la Sainte Famille. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour lui. Il y avait comme ça et nous partagions par ailleurs l'amour éperdu pour Fra Angelico, dont on a beaucoup, beaucoup mis les tableaux dans les livres. Voilà, donc c'est vrai. Et alors, dernière chose sur les images, euh, une fois que le livre était mis en page, il fallait qu'il fasse des légendes. Enfin, moi, je voulais qu'il y ait des légendes. Alors, au début, il ne savait vraiment pas comment faire, etc. Bon. Il commence par me faire des textes qui étaient très, très longs, très, très courts. Non, j'ai dit, Michel, c'est pas ça. Il me dit, ben, écoute, donne-moi un nombre de signes précis. Alors, je te dis 482. Très bien. Et là, il était ravi. Il me faisait 482 signes. Et pour chaque page, c'était différent et il était tout content. Et elles sont chouettes, les légendes. Souvent très chouettes. Oui? Vous pouvez me parler du coup un petit peu plus de sa relation à la culture de l'image populaire, parce que j'entends parler de Tintin beaucoup. J'ai beaucoup aimé Florence ce matin qui a parlé de l'autoportrait de Van Gogh à l'oreille cassée. Le côté Tintin, Alors, il ne faisait pas de différence. Autre chose, il parlait de bande dessinée, de cinéma populaire. Alors, il ne faisait pas de différence. Pour lui, toutes les cultures se valaient. Tintin, pour lui, c'était un livre essentiel. Euh, il parlait de l'amitié entre les hommes. Par exemple, il était très, très, très ému par le volume dans lequel Tintin rencontre Chang. Et ça, il disait, Chang et Tintin, c'est comme Hergé et moi. C'est vraiment des amis profonds. Et justement, sur des sentiments qui sont des sentiments euh, populaires, enfin des sentiments de tout le monde. Ça n'a rien de sophistiqué, quoi. C'est de l'amitié pure et profonde. Il était, il aimait toutes les images, tous les films, tous les trucs. Il était curieux de tout. Est-ce qu'il lisait Pilote, par exemple? Parce que Goscinny, Alors, il ne lisait pas de la bande dessinée pour le plaisir. Il a découvert Tintin, je ne sais pas comment, parce que quand il était petit, sans doute. Mais c'est vrai qu'après, quand on lui apportait quelque chose, il le regardait de la même façon qu'il regardait le livre de son collègue. Il allait regarder tout. Mais tout terminait de la même façon dans le couloir, l'endroit où tout le monde pouvait prendre les bouquins en partant. Parce qu'en fait, il en a reçu tellement des tonnes que voilà. Et d'ailleurs, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque de Michel,
celle qu'on a conservée à Agen, parce qu'à Agen, il y a un centre Michel Serres qui a repris tout ce que la Bibliothèque nationale n'a pas voulu. Et donc, notamment, sa bibliothèque. La Bibliothèque nationale a dit, ben, moi, je les ai, ces bouquins. Je dis, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est les annotations qui sont dedans qui sont intéressantes. Mais ça les a pas intéressés. Bon. Donc, on a mis ça à Agen. Et c'est c'est- c'est- c'est complètement inégal. C'est-à-dire que il y a des livres très importants pour lui qui n'y sont pas, parce qu'il les a achetés 15 fois, qu'il les a donnés 15 fois, puis qu'ils n'y sont plus. Bon. Et dans son bureau, les gros livres qui avaient servi le début de sa vie, Auguste Comte, ça servait pour caler la table. Voilà, la culture, c'était tout. Ce qui l'intéressait, c'était rencontrer la plus grande diversité. Et il adorait aller rencontrer des métiers. Euh, quand on lui proposait d'aller faire une conférence, il disait, moi, je vais voir quoi? Je vais voir qui? Alors, si je pouvais lui dire, ah bah tu sais, là, il y a des mariniers qui veulent te faire faire, ah, j'arrive, j'y vais. Voilà. Ou tu vas visiter une usine, ou tu vas visiter tout. Il voulait tout voir, tout connaître. Donc, toutes les cultures l'intéressaient, mais il n'avait pas d'amour particulier pour la bande dessinée. Ça, plutôt qu'autre chose. Hein. Puis après, c'est comme très particulier. Pardon? Hergé, c'est très particulier. C'était vraiment particulier. Oui, oui, c'est vraiment particulier. Euh, je dis un peu toujours la même chose, donc ça me gêne, mais moi, je pense que pour lui, c'était anthropologique, justement, encore une fois. C'était très profond. Mais bon, ça, c'est ma conception des choses. Comme j'y connais rien, c'est, je vous laisse juger. Oui? J'aurais une question sur les sources qu'il utilisait pour connaître l'actualité des sciences. Est-ce que ça l'intéressait de suivre l'actualité des sciences et à ce moment-là, comment il se documentait en fait? Qu'est-ce qu'il lisait? Parce qu'on sait que maintenant, le matin, il écrivait un point, c'est tout. Oui. Ensuite, il marchait, ensuite, il voyait des gens, il allait à l'académie. Mais donc, est-ce qu'il y avait des moments où il lisait la presse scientifique, des choses comme ça? Alors, il lisait déjà, il lisait plus le journal depuis un certain temps, parce qu'il avait beaucoup lu le journal, mais il avait cessé de le lire. Je pense que... euh, alors, moi, je ne voyais pas la première partie de sa prise de connaissance. Je pense que c'était par des copains ou par, je ne sais pas, Internet, j'en sais rien. Il voyait qu'il y avait une nouvelle découverte dans un domaine. Et régulièrement, il me téléphonait et me dit, tu peux pas m'avoir un rendez-vous avec tel mec là, il vient de faire une découverte passionnante. Oui, Michel. Et je lui ai fait rencontrer plein de gens. Moi, ça m'intéressait aussi parce que éventuellement, ça pouvait être des auteurs pour nous. Donc, voilà, je faisais tout ce que je pouvais pour qu'il les rencontre. Et puis bon, c'est vrai que les gens étaient en général assez, enfin, surtout les scientifiques, ils étaient toujours d'accord pour rencontrer Michel parce que c'est vrai que c'était enrichissant de rencontrer Michel. Il avait toujours des idées sur tout, donc il pouvait ouvrir une porte. Creuse mon signe, je suis désolé, c'est hyper. Non, non, mais je vous en prie. Vous pensez qu'il aurait été intéressé à l'heure actuelle par toute la vogue de la vulgarisation scientifique en bande dessinée? On met des auteurs en binôme, un scénariste et un dessinateur ou une dessinatrice. Il y en a beaucoup, là, ça cartonne vraiment. Très contente qu'il y en ait beaucoup. J'ai fait partie de ceux qui ont commencé à essayer de me lancer ça et j'ai eu beaucoup de mal au début. Ça a été difficile. Michel était très favorable à ça, bien sûr. Il était favorable à tout ce qu'on pouvait faire pour la vulgarisation. Il nous a toujours poussé là-dedans, aidé là-dedans. Tout ce qu'on a fait, que ce soit chez Flammarion ou Pommier, c'était quand même ça l'idée. Hein. C'était vraiment partage du savoir. Alors, en même temps, sans jamais faire de sacrifice sur la qualité éditoriale et scientifique. C'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est que il fallait partir d'un scientifique. Que si c'était un scénariste qui écrivait, il fallait qu'il y ait un scientifique derrière. Parce que souvent, le scénariste pouvait utiliser, par exemple, une métaphore qui détournait légèrement le sens de la chose scientifique. Et pas grave, le tout, c'est de le dire. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire.
C'est-à-dire qu'on laissait le scénariste expliquer ce qu'il voulait comme il voulait, mais il y avait derrière les 3 ou 4 choses qu'il fallait savoir pour ne pas se perdre dans des erreurs. Alors, le Pommier, on l'a créé en 98. Ben, c'est ça, c'est 98. On a commencé à peu près à ce moment-là, ou 2000, enfin bon, c'est plutôt 2000 sans doute, oui. Et on a lancé alors, on a fait ça d'abord pour les enfants au départ. On a lancé les livres pour enfants peut-être en 2004, je crois, un truc comme ça. 2003 ou 2004, il me semble. Et malheureusement, c'est une ligne qui a été fermée par le Pommier. Ils n'en font plus. Par rapport à la langue actuelle, c'était vraiment. Enfin bon, c'est bête. Mais on a continué un petit peu quand même après. J'avais créé un groupe au syndicat national d'édition qui s'appelle Science pour tous. Et on avait, pour la fête de la science, créé avec le ministère de la Culture et de la Recherche, on avait les deux, on avait fait une promotion autour de livres de science pour tous. Et ça se traduisait par un livre tous les ans qui était un peu enfin très vite a été sous cette forme-là. Et d'ailleurs, cette année, ils continuent d'ailleurs, et ils ont fait un petit livre qui est vraiment écrit par un philosophe d'ailleurs, qui s'appelle Pourriol, Olivier Pourriol, je ne sais pas si vous le connaissez. Et Olivier, il n'est pas du tout scientifique, mais il est parti des thèses d'un certain nombre des arts sur des thèmes différents. Il a réussi à en faire toute une histoire. C'est pas mal du tout. C'est chouette. Oui, bien sûr. On a évoqué toute une série d'arts pour la culture visuelle, Fasticio, Carpaccio, etc. Et en fait, on n'a jamais parlé de musique. Mhm. Je me demandais si c'est quelque chose qui était important ou pas dans son univers. Alors, il a consacré un livre à la musique qui s'appelle Musique. Alors, oui, c'est mon ignorance. Non, 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 c'est pas grave. Mais honnêtement, il n'est pas facile. Ça, c'est un des livres difficiles parce qu'il a une façon de parler de musique bien à lui. Il adorait la musique. Il a joué au piano pas si mal que ça. Et il disait que non, mais en fait, il a joué quand même pas si mal que ça. Mais pareil, c'est comme les journaux, et à un moment donné, il a dit fini, je ne jouerai plus, c'est trop vilain ce que je fais. Voilà. Mais il adorait écouter de la musique, rencontrer des musiciens, il en a connu beaucoup. Il y a des dialogues avec Xenakis qui sont très intéressants. Euh, et bon, c'est quelque chose qu'il a vraiment habité toute sa vie. Le livre musique, c'est un livre sur les origines du son et de la musique et le rôle de la musique dans l'humanité. C'est un livre à la fois scientifique et presque mythologique d'une certaine façon. Tu es d'accord? Oui, oui, tout à fait. Oui. Je crois que le mieux pour voir son rapport à la musique, c'est de réécouter l'émission de Claude Moucomet, Ah oui, France c'est vrai. Musique, qui a fait une magnifique émission qui a Ouais. été rediffusée d'ailleurs récemment Oui, avec Michel Serres. Et bon, déjà l'émission de Claude Moucomet est remarquable, oui. mais l'émission avec Michel Serres Mm. est particulièrement remarquable. Au passage, je vous signale que sur le site de la Fondation, qui est plein de défauts parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre à jour, bon, mais au départ, on avait quand même mis tout un corpus. D'abord, il y a une bibliographie qui n'est pas définitive, mais qui est quand même déjà assez riche. Et il y a des films. On a mis toute une série de films qui sont disponibles et qu'on peut aller regarder, dans lequel, ou des enregistrements. Mais c'est vrai que dans la lettre, systématiquement, je remets les choses qui viennent de paraître, comme au paumé, là, je crois que j'ai dû mettre dans la dernière lettre, mais on ne les met pas sur le site, puisque je ne peux pas arriver à enrichir le site de la Fondation. L'Institut de France, c'est quand même spécial. Merci beaucoup, Sophie. Merci à Je pense vous. qu'il y aura d'autres questions.
Et Agathe va venir nous parler du Zola de Michel Serres, mais d'un point de vue inattendu, donc du point de vue de